C'est un drame parce que la scène va s'écrouler et je vais prendre un plateau élévateur qui n'a pas été révisé depuis 10 ans sur la tête et je vais avoir un traumatisme crânien, triple fracture ouverte au pied gauche, ce qui me vaut d'être handicapé, d'avoir une carte handicapée et de souffrir toujours terriblement de mon pied et de ma jambe gauche. Mais on ne base pas sa vie sur un accident. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle soirée pyjama dans cette chambre d'ado, la chambre de confidence. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Qui se cache derrière le maquillage de Ziz du Panier? Avec nous, celui qui incarne le personnage depuis 2014 et qui a créé ce personnage, c'est Thierry Wilson. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, avec ton doudou et en pyjama, yes. Bravo. C'est qui le doudou? C'est Loulou. C'est Loulou. Ouais. Parce que ton prénom... Mon surnom quand j'étais petit. Ouais, ton on m'appelait Loulou. Voilà, t'étais Loulou. Parce que tu t'appelles Louis en réalité. Ouais, mon vrai prénom c'est Louis. À la ville. Ouais. Thierry Wilson, c'est le comédien qui interprète Ziz. On regarde ce visage et ça, c'est toi? C'est la même personne? À peu près la même, ouais. Ziz du Panier. Combien il te faut de temps pour passer de Thierry à Ziz? 1h15 à peu près, ouais. De maquillage et de transformation, les mousses, les seins, les hanches, tout ça. On pense visage, mais il y a aussi il y a tout le corps, quoi. Ouais. C'est Casimir, Ziz. Hein. Ouais, je me glisse dans son corps. Alors, c'est super que tu parles de Casimir, parce que quand tu étais enfant, à l'époque où tu avais Loulou comme doudou, tu avais un rêve, c'était d'être l'enfant qui habiterait à vie sur l'île aux enfants. Ouais, avec Julie, François, tout ça, et Casimir et son cousin Hippolyte et tout ça. Alors, je te pose cette question parce que tu sais que le studio où on est ici, dans les locaux de France 3 Marseille, c'est là où on a créé, en 1975, le décor de l'île aux enfants. C'est là que Casimir est né. D'accord. Voilà, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est marrant de te dire que tu es finalement... Ah ça, c'est incroyable. Et puis moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, Casimir, c'est vraiment l'être suprême pour moi. Ouais. D'ailleurs, quand j'ai joué à la Comédie Comartin pour la première fois à Paris, mon invité, ma star, puisque mon producteur m'avait dit on va inviter des stars pour la première, et j'avais dit tout de suite, je veux Casimir. Et il était là? Et il m'a fait une surprise. Ouais. On m'avait dit non, que c'était pas possible, qu'Yves Brunier ne pouvait pas et tout. Puis finalement, à la fin du spectacle, il est arrivé sur scène. Wow. Casimir, waouh. Et ça dit quelque chose de ta personnalité parce que Casimir, c'est le monstre gentil et toi, tu es, on va voir une boule de gentillesse, vraiment. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cette soirée pyjama. Le transformisme, pour en revenir à ça, 1h15 pour passer de Thierry à Ziz, c'est quelque chose qui s'apprend dans une école ou c'est sur le tas forcément? Ça s'apprend avec les autres. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer Coccinelle très tôt dans ma vie, qui est la plus célèbre vedette de musical des années 50 et 60, et transformiste de son état à la base, puisque c'est le premier homme aussi qui est devenu une femme en France. Ouais, le premier transsexuel de France, en 1958. Ouais. Et en fait, Coccinelle m'a appris les bases, et ensuite j'ai appris avec les autres chez Michou, bien sûr. Ouais. Alors on va revenir sur Coccinelle, mais juste avant, on va essayer de comprendre comment tu as découvert ce milieu de la nuit, ce milieu des transformistes, parce que tu l'as découvert très jeune, à 16 ans et demi, mais avant, tu es quel genre d'enfant et entouré par quel type de parents? Alors j'ai des parents merveilleux déjà, fils unique, enfant gâté par ses grands-parents, mon grand-père, c'est lui qui m'offrira Loulou d'ailleurs, et qui m'appellera Loulou, il s'appelait Louis, lui aussi. C'est le premier homme de ma vie, quoi. Ton papy, on raconte l'anecdote, parce que ton papy, c'était quand même pas n'importe qui. Pendant très longtemps, tu as dit mon pauvre papy est allé en prison parce qu'il avait volé des figues. Des figues, oui. Et c'est quoi cette histoire? Et il s'était écrasé le doigt, le pouce sur une meule pour pouvoir être libéré. Enfin, je sais plus, il fait un truc de fou. Et mon père, un jour, me dit, je devais avoir 20 ans, je raconte une énième fois cette histoire à table. Mon grand-père, moi, quand il était jeune, il était allé en prison parce qu'il avait volé des figues. Et mon père me dit, écoute, maintenant, il faut absolument que tu arrêtes de raconter des conneries pareilles. Il n'y a personne qui va en prison parce qu'il a volé des figues. J'ai dit, mais si à l'époque
l'époque de Pépé, oui, il me l'a dit. Il me dit, mais ton grand-père, il t'a raconté ça, mais en vérité, il est allé en prison parce qu'il avait braqué une banque et il avait pris des otages. Et quand il a libéré les otages, le deuxième otage qu'il a libéré, c'était une femme et c'était lui. Il s'est déguisé en femme. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Déjà, le grand-père se travestissait. Alors, c'est un raccourci très c'est un peu réducteur. Gros. C'est un peu réducteur. Ouais. Mais en tout cas, oui, tu as un grand-père hors norme quand même. J'ai un grand-père. Mais toi, tu n'as pas connu le gangster. Tu as connu le grand-père. Mais non, moi, il avait déjà les cheveux blancs. Et voilà, le papy avait sa casquette. On allait tous les deux chaque année acheter sa casquette chez Charlie Casquette, les casquettes marseillaises. On faisait du vélo tous les deux, voilà. Alors cet enfant qui est plutôt bien dans ses baskets, avec des parents qui l'adorent, etc. Comment est-ce qu'il va trouver à 16 ans et demi, il va découvrir ce monde de la nuit? Parce que 16 ans et demi, c'est un peu jeune, hein? Je découvre ça complètement par hasard, en fait, ouais. Parce que moi, je me suis inscrit à Marseille, à la maison du quartier Valmont, au cours d'art dramatique d'Irène Lamberton, parce que je veux être comédien. Et je m'inscris au conservatoire pour la rentrée. Et il y a un stage d'été au cours Florent. Ouais. Et donc, je supplie ma mère de m'envoyer là-bas. Elle me dit, écoute, on va t'envoyer chez ta tante, chez la tante de ma mère, qui a l'hôtel de la Butte à Montmartre. Elle me dit, elle va te loger, et comme ça, tu feras ton stage. Donc, je me retrouve chez la mère Thénardier, parce qu'elle était horrible, la vieille. Et... ouais, c'est vrai, elle est pas sympa, pas très généreuse. Ah non, pas généreuse du tout. Elle n'a rien à foutre que je sois le fils de sa nièce. Voilà. Elle est toujours là ou... Non, elle n'existe plus. Je parle, elle aurait 130 ans maintenant. Elle était âgée. C'était un dinosaure. Et elle me fait faire la plonge. Okay. Et tout. Je pense que ma mère doit payer en plus la chambre, la bouffe et tout, alors qu'il n'y a rien à bouffer. Oui, c'est vraiment une gamelle. Tu étais client de l'hôtel, mais en plus tu faisais la plonge. Ouais, oui, c'était complètement. Oui. J'allais chercher Cosette au puits, tu vois. Et j'étais là quand Jean Valjean lui offre la poupée. Et alors... La vache. Alors, tu fais ce stage au cours Florent. Et comment tu pousses pour la première fois la porte d'un cabaret, c'est ça? C'est comme ça que tu découvres le monde de la nuit parisienne? Ouais, mais en fait, au cours Florent, c'est Raymond Aquaviva qui donne des cours et il me dit qu'il faut que je fasse rire. Et moi, je veux pas faire rire. Moi, je veux jouer Phèdre, je veux jouer des grands classiques. Oui. Et il y a un jeune de 4e année qui finit cette année, qui se marie. Et il me dit, écoute, il voit que je suis pas bien. Il me dit, pour te changer les idées, viens ce soir, je vais enterrer ma vie de célibataire. On va chez Madame Arthur. Et moi, je sais pas du tout ce que c'est Madame Arthur, mais bon, je me dis pourquoi pas. Et je pars avec eux. Et là, quand j'arrive chez Madame Arthur, mais j'ai peur. Oui, c'est ça. Ton premier sentiment, c'est pas fascination. C'est pas fascination du tout. Ça me fait peur. Ces mecs en kilt qui sautent partout dans la salle avec des fossiles énormes en carton, qui poussent des cris. Et les gens rient, par contre. Les gens rient, mangent, boivent, s'amusent. Voilà, on est à la fin des années 80. Ouais. Paris, c'est faire la fête encore, tu vois. C'est formidable. Et moi, je suis assez surpris. Il y a cette Chantaline, qui est la maîtresse de maison, qui est à l'entrée du cabaret et qui anime un petit peu la soirée, qui me ziote un peu, qui me dragouille et tout. Oui, voilà. D'accord, ouvertement. Et voilà. Et donc je comprends que tu sois un peu mal à l'aise. Voilà. Un peu, ouais. Moi, je suis très très mal à l'aise. Je suis avec cette bande d'hétéros pseudo-comédiens là, qui se prennent un peu pour des vedettes et tout. Et puis le spectacle commence et là, je suis fasciné. Je suis fasciné parce que les artistes qui sont sur scène, qui étaient dans la salle, qui faisaient le service, deviennent des stars. D'accord. Ils deviennent Dalida, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu, ils se transfigurent sur ça. Enfin, c'est vraiment une... C'est l'art du maquillage, c'est tout ça, mais moi je ne sais pas tout ça. Et je suis fasciné, puis à chaque fois je dis, mais c'est un garçon ça? Mais c'est un homme? Ah mais c'est incroyable, mais c'est... Voilà. Ouais. Et je suis fasciné. Et le spectacle, c'est le Fifi Show. Le directeur artistique s'appelle Fifi, et il est la copie des stars, c'est marqué comme ça, sur l'affiche en gros. Et il sait faire tous ces personnages-là qu'il y a sur son affiche. Ouais. C'est magique, c'est magique. C'est magique. Alors celle qui va vraiment t'ouvrir les portes... c'est la star de la soirée. C'est la star de la soirée. Voilà. Elle débarque... à la fin de la première partie. Ouais. La salle s'éteint à nouveau. Il y a on entend un son triomphal, un truc énorme. C'est un peu comme les Césars, là, Jules César quand il arrivait. Voilà. Et puis on entend, maintenant, voici la seule, l'unique, la vraie, l'incroyable, Coccinelle. Et moi je dis Coccinelle et tout, le rideau sous, je sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est. Non, pas du tout, c'est pas ma génération. Ouais. Et tout d'un coup le rideau s'ouvre et là je vois une blonde incroyable avec des yeux
mais qui sortent de la tête, de leurs orbites, des seins incroyables. Elle est magnifique, couverte de plumes, de strass, de paillettes et tout. On dirait un peu Karen Cheryl, la mère de Karen Cheryl, quoi. Voilà, c'est ça, quelques années en plus. Mais alors, Coccinelle, justement, pour ceux qui nous regardent et qui, comme toi à l'époque, ne savent pas qui elle est, mais c'est un monument. C'est la révolution, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une icône pour tous ces gens en quête d'identité. Et elle a ouvert les portes. En 1958, elle est la première à donner une assise juridique à ce problème. Elle va se faire opérer à Casablanca. Ça va la propulser star dans le monde entier. Voilà, Coccinelle qui est née dans le corps de Jacques Dufresnoy, qui est un homme et qui est officiellement reconnu par le général de Gaulle. Par le général de Gaulle. Jacqueline Charlotte Dufresnoy. Voilà. Donc et le général de Gaulle, il dira, mais alors, les petits garçons, ça naît dans les choux, les filles, ça naît dans les roses, et elle, quelle fleur alors? Et on lui dira, dans un chou-fleur, mon général. Voilà. Et donc, c'est la première fois qu'on reconnaît un changement de sexe, et donc un changement d'identité totale. C'est ça. Si tu pouvais nous décrire un tout petit peu sa carrière, parce que tu as écrit un livre qui est génial, qui s'appelle Aziz, l'héritier de Coccinelle et de Michou. Elle a rempli des stades. C'était une Madonna de l'époque. Ah, mais elle avait un avion. Avoir 10 000 spectateurs dans une soirée. Et bien sûr, elle avait un avion. Elle était connue jusqu'en Équateur, d'Honolulu, en passant par Casablanca, en passant par le Studio 54 à New York, le Canada, la Place des Arts, partout. Ouais. On s'arrache Coccinelle dans le monde entier, voilà. C'est un phénomène, on dit, venez voir ce phénomène. Ouais. D'ailleurs, elle en riait beaucoup et elle disait, heureusement que je savais chanter, parce que sinon on m'aurait mis dans un bocal chez Barnum, le cirque Barnum où on exhibait les phénomènes de foire. Voilà. Ouais. Et alors, Coccinelle, tu vas retourner la voir, parce que là, ce premier soir, tu n'as pas de contact avec elle. Non. Comment est-ce que elle va devenir petit à petit un petit peu celle qui va te montrer le chemin, quoi? Je crois que c'est ma jeunesse et j'étais candide, mais je le suis toujours d'ailleurs, c'est un peu plus grave maintenant à mon âge, mais je préfère rester comme ça. C'est bien. Ouais, c'est mieux. C'est ce qui fait toute ta personnalité, ta valeur. Coccinelle, elle avait écrit un livre chez Daniel Philippaki, Coccinelle par Coccinelle, et moi j'avais acheté ce livre et je l'ai dévoré en vacances chez mon grand-père en Corse, et mon grand-père me voit lire ce livre et il me dit, Coccinelle, il me dit, mais la vraie? J'ai dit, pourquoi tu la connais? Il m'a dit, mais je l'ai vue à Jean Lépin à la fin des années 50, elle était incroyable, sublime, et tout ça. Ouais. Et là, je me rends compte que mon grand-père a eu une vie, une vie d'homme. Voilà. Qui sortait. Qui sortait, ouais. Voilà, et qui a connu Coccinelle. Et donc, quand je retourne à Paris pour lui faire dédicacer mon livre, le prétexte pour la revoir, je crois lui faire plaisir. Et avec toute ma candeur et ma jeunesse, je lui dis, mon grand-père vous a très bien connu. Et là, elle éclate de rire. Pas le meilleur compliment. Elle éclate de rire et elle me dit « je vois que vous savez parler aux femmes. » Et moi, là, je prends ça pour un compliment. Oui, candide jusqu'au bout, quoi. Ah, oui. Et elle va tellement l'apprécier qu'elle va même te prendre sous son aile. À un moment, elle t'invite même à habiter chez elle. Oui, oui. Et voilà, alors vous avez combien, 30 ans d'écart? 30 ans d'écart, et elle a, quand je la rencontre, elle a à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Ouais. Et elle m'emmène dans sa folie et je l'emmène à se dépasser. Elle n'a plus envie de sortir la nuit, d'aller dans le tout Paris. Et moi, je la pousse parce que je veux y aller, je veux tout connaître. Et elle le fait, je crois, pour me faire plaisir. Parce que moi, je vois aujourd'hui, quelquefois, je fais des choses à Paris pour faire plaisir. Ouais. Parce que arrivé à un certain âge, on n'a plus envie. Voilà. Donc, en fait, elle va reprendre son bâton de pèlerin avec toi. Elle va t'emmener faire le tour des tables des gens les plus célèbres. Avec elle, tu as rencontré tout le gratin. Ah, ben j'ai rencontré le tout Paris, bien sûr. Oui. Et puis, elle me disait quelque chose de magnifique. Elle me disait, regarde, observe, apprends. Je ne peux pas t'éviter de faire des erreurs. Je peux juste essayer qu'elles soient moins douloureuses. Wow. Très bien. Elle se reconnaissait un peu en toi parce que vous avez un destin, une enfance très différente. Hein. Non, elle ne se reconnaissait pas. Coccinelle disait toujours, en parlant d'elle, je n'avais aucun talent lorsque j'ai débuté. J'étais juste spectaculaire. J'étais belle, j'étais incroyablement belle d'après les gens. Elle dit donc, pour faire un spectacle, c'est limité, quoi. Ouais. Donc j'en avais déduit qu'il fallait absolument que je m'entoure de gens qui avaient énormément de talent.
pour faire un beau spectacle. Et moi, j'arrivais à la fin de ce beau spectacle comme une cerise sur le gâteau. Et j'étais l'apothéose. Et les gens criaient au génie, trouvaient ça incroyable. Ouais. Alors, c'est très flatteur pour moi, puisqu'elle m'a pris sous son aile et elle a fait de moi l'artiste que je suis devenu. Donc, c'est qu'elle avait vu en moi quelque chose qu'elle avait peut-être pas trouvé chez d'autres personnes. Donc, elle s'entourait de talent et on comprend qu'elle l'a vu chez toi. C'était quoi votre relation avec Coccinelle? Parce que, on le verra tout à l'heure, il y a eu un mariage, on s'est dit, ils couchent ensemble ces deux-là. On a dit pire que ça. Hein, c'est pas ça du tout ou c'est ça? Non, on a commencé par dire c'est son gigolo. On a commencé à dire c'est quoi cette histoire? Il nous faut un remake de Gloria Lasso, puisque Gloria Lasso, à l'époque, grande vedette des années 50 aussi, se mariait plusieurs fois par an. Donc on s'est dit que Coccinelle veut faire pareil. En fait, ce mariage, en fait, il est arrivé quand Coccinelle a commencé à prendre de l'âge et elle s'est dit, je n'ai pas d'héritier et j'aimerais trouver un moyen pour que... Elle ne pouvait pas m'adopter, j'avais des parents, donc elle a dit, on n'en a qu'à se marier. Voilà. Donc c'était une façon de quelque part de te protéger, de faire de toi son héritier. Son ayant droit. Et surtout, elle savait que je deviendrais le gardien de sa mémoire. Et ça, c'était le plus important. Puisqu'après, plus tard, j'ai refusé sa succession. Je ne l'ai jamais emmenée chez le notaire. Moi, c'est elle qui avait fait des papiers. Parce que je voulais qu'elle soit sûre de mon affection. Jusqu'au bout. Elle sait que je suis resté à ses côtés uniquement pour elle. Ouais, c'est ça. Et tu as refusé d'aller chez le notaire, effectivement, pour... C'est ce qu'on apprend dans ce livre de Aziz, puisque tu ne voulais pas qu'on ait l'impression que tu étais là pour autre chose que l'affection que tu avais pour elle. Donc vous n'avez jamais couché ensemble? On n'a jamais couché ensemble, non. Si, on a dormi à côté, c'était épouvantable, elle ronflait. Raconte-moi la première fois. Ah oui, ça c'est génial, tu le racontes très bien dans le livre. La première fois que tu vas dormir et manger chez elle, puisqu'elle t'invite, comme on inviterait quelqu'un qu'on apprécie, là t'as un choc. T'es un peu mal à l'aise. C'est pas ça, c'est que moi je l'ai toujours vue sur scène. Et après la scène, donc je l'ai vue avec ses faux cils, sa perruque, son maquillage de cabaret énorme et tout ça. Et là j'ai une dame de 55 ans qui m'ouvre la porte. Et il n'y a plus de fossiles, il n'y a plus tout ça. Elle disait, et là elle voit que je suis surpris parce que moi je peux rien cacher, et elle me dit, ah ben oui, ça change au déballage. Mais dès le lendemain, tu dis, la magie était de retour. À chaque fois, elle sautait sur ses pinceaux et Coccinelle. En fait, elles étaient doubles. C'est un peu ce que je suis moi avec Ziz, mais il y avait Coccinelle et Jacqueline, qu'on appelait Monique, puisqu'elle n'aimait pas ce prénom Jacqueline, elle avait choisi Monique, elle préférait Monique. Donc il y avait Jacqueline, Monique dans la vie, et Coccinelle sur scène. Alors, on disait tout à l'heure qu'elle te faisait faire le tour du tout Paris. Enfin, tu lui demandais et elle le faisait bien gentiment pour toi. Donc elle t'a fait rencontrer les Jean-Claude Brialy, Michou avec qui aussi. J'ai eu une amitié extraordinaire, Alice Apritch, tout le monde, bien sûr. Et ça t'a permis de te faire un carnet d'adresses ou c'était juste le plaisir de rencontrer? Il y avait un intérêt derrière? Il n'y avait pas d'intérêt. Moi, j'ai jamais été calculateur. J'ai vécu les choses et puis c'est passé tellement vite. Mais aujourd'hui, je sais que ça m'a ouvert des portes et c'est un carnet d'adresses. Aujourd'hui, par exemple, je me souviens, à l'époque où j'étais chez Michou, il y avait des vedettes qui venaient le soir. Je fais bien la différence entre vedette et star, comme me dit Liane Folly. Star, c'est international. Nous, en France, on est des chanteurs, on est des vedettes, on n'est pas des stars. Voilà. Liane me dit toujours ça, et elle a raison. Ça remet l'église au centre du village. Mais Liane Folly est pour moi une femme, c'est ma meilleure amie, et en plus, elle à chaque fois... Moi, je passe ces mots. Et voilà. Déjà. Et puis voilà, elle sait exactement, elle a tout connu, elle a tout vu. Et je l'adore. Et Liane, elle me dit souvent, tous ces gens qui venaient te voir chez Michou sont des vedettes. Et souvent, Michou disait, oh, venez voir, c'est mon petit chéri, mon petit protégé, tout ça, il est formidable et tout. Et puis je me retrouvais par exemple face à Hervé Villard qui disait, ah, mais c'est Thierry, c'est le mari de Coccinelle. Et tout ça. Michou dit, oh merde, vous connaissez tout le monde, merde. Voilà. Alors des anecdotes comme ça, je pense que tu en as des tas. Moi, je voudrais qu'on s'arrête à une adresse où tu as emmené un jour Coccinelle. Cette adresse, c'est Poupouille. Tu vas nous rappeler ce que c'était chez Poupouille. Et est-ce que c'est là vraiment que tu vas comprendre la psychologie des transformistes, ce qu'il est... Non. Chez Poupouille, en fait, se mouvoir, quoi. Chez Poupouille, en fait, c'est le bistrot qui est juste à côté de chez Madame Arthur, dans la rue des Martyrs, et on va boire un coup avec Coccinelle là-bas. Moi, je crois qu'elle va boire du champagne, tout ça, pas du tout. Elle boit une bière pression.
Ouais. Fille d'ouvrier, hein, donc voilà. On ne change pas les bonnes habitudes, Parfait. on mange un bout de calandos, du camembert, et puis voilà, parce qu'on a mal au pinglo, parce qu'on a mal aux pieds, parce qu'on vient de faire le goyo, le transformiste sur scène. Voilà. Oui, on a tous les termes techniques. Un dialecte, voilà. Et en fait, là, je rencontre Hortensia de chez Michou. Jackie est nu, qui est le pilier, 180 kilos, il fait Brigitte Bardot, c'est la star de chez Michou. Et Hortensia va devenir mon meilleur ami. Il est mort il y a quelques semaines et il me manque déjà terriblement. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a tellement appris. Qu'est-ce qu'il m'a transmis à une époque où chez Michou, moi je pensais qu'à m'amuser, il m'a fait comprendre que la culture était quelque chose de très important. Il m'a emmené voir des opéras, il m'a fait lire Balzac, les Rougon-Macquart, il m'a fait découvrir la peinture. On passait notre temps le dimanche à Saint-Ouen, à aller chez les antiquaires pour voir l'art du XVIIe et des choses très importantes qui aujourd'hui, je crois, si j'arrive à sortir la tête hors de l'eau aux grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est grâce à Hortensia parce qu'il m'a fait apprendre beaucoup. C'est quoi, je parlais de psychologie des transformistes, c'est quoi qu'il y a derrière ces personnes qui ont besoin à un moment de se sentir femmes quand ils sont hommes? Je ne sais pas si c'est le besoin de se sentir femme, c'est le besoin de plaire déjà, le besoin de jouer, le besoin d'être... souvent ce sont des gens qui sont introvertis. Et qui sur scène prennent tous leurs moyens en se cachant derrière un maquillage. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. Ouais. Moi, je serais incapable de dire les horreurs que je fais dire à Aziz. Hein. Tu te caches un peu derrière. Complètement. Ouais. Ouais. J'ai créé un masque comme au théâtre Kabuki. Ouais. Rappelle-nous combien de temps pour faire ce masque? 1h20 à peu près. 1h20. Ouais. Il faut rentrer aussi, en même temps que tu te maquilles, tu rentres dans la psychologie. Ah oui, ça j'ai besoin de ça. C'est pour ça que souvent on me dit on peut venir te voir dans ta loge. Je dis non parce qu'il faut le temps qu'elle arrive. Ouais. Et il faut 1 heure à peu près pour qu'elle soit là et que d'un coup je colle les faux cils, je mette la perruque et puis dans le miroir d'un coup, bim, c'est Ziz. J'adore ces vidéos qu'on fait sur les réseaux là, où on te voit en garçon et puis avec le pinceau tu fais ça et puis hop d'un coup tu apparais. C'est les drag queens qui ont lancé ça. D'ailleurs, point de vocabulaire, il y a une différence entre transformiste et drag queen. Oui. C'est quoi la différence? Il y a 2 mondes complètement différents. Les transformistes, ça a vu le jour à la fin des années 90 et ça n'a pas marché. Ils ont appris de leurs erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, ils imitaient des femmes existantes. C'est ça la différence? Les transformistes, c'était un travail de mimétisme, un travail de playback, un travail d'imitation visuelle, un travail de maquillage. Ouais. Les drag queens, eux, c'était des êtres spectaculaires, très beaux souvent, avec des costumes incroyables, qui dansaient sur des podiums, qui s'agitaient comme ça dans les milieux de la nuit et de la fête. Et ça n'a pas marché. Ouais. Les Sister Queen ont fait un succès à l'époque avec Dragunov, mais c'est mort aussi vite que c'est apparu. Seulement, ils ont appris de leurs erreurs. Et ils se sont dit, si on veut durer, il faut aller piocher chez les transformistes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit Drag Race avec des performances. Ils font le lipstick de la mort, ils font des costumes. Il faut avoir un côté spectaculaire. Il faut avoir un côté scène, voilà. Ouais. Alors, c'est très différent aussi parce que nous, les transformistes, on n'a jamais eu un dialogue engagé. Ça n'a jamais été politique. Ouais. Les drag queens sont très engagés et très politisés. Oui, aussi. Alors, moi, je vais être candide à mon tour. Quand on est travesti, on est obligatoirement homosexuel ou tu connais des travestis qui sont hétéros? Alors, déjà, c'est vrai que tout le monde fait un amalgame. Moi, je ne me suis jamais senti travesti. J'ai toujours été transformiste, c'est-à-dire un garçon dans la vie qui joue des personnages féminins. Un travesti, c'est quelqu'un qui prend plaisir à enfiler des vêtements féminins, qui se plaît dans le miroir à être en femme. Moi, je n'ai jamais pris aucun plaisir, à part celui de faire rire. Voilà. Même quand je faisais des personnages sérieux, comme chez Michou, à l'époque, quand je faisais Lara Fabian, L'âme, tout ça, je faisais toujours l'idiot, moi. Moi, j'avais toujours besoin d'un côté... Michou adorait ça, parce que lui aussi, il était comme ça. Ouais, alors c'est un cliché ou une réalité de dire un transformiste, c'est un gay? Un gay. Moi, j'en ai connu qui n'étaient pas gays, très peu. Moi, j'en ai connu. Et j'ai connu des filles aussi qui étaient transformistes. Ouais. Moi, j'ai travaillé avec Florence, qui vit en Corse, qui faisait partie de la troupe Les Aristomènes. Et Florence, elle faisait Aznavour, elle faisait Claude François, Serge Lama. Incroyable.
Bien. Toi, quand tu es sur scène, donc tu es vraiment dans ta bulle de Ziz. Moi, j'ai créé une autre personne. Ce personnage. Ouais, c'est vraiment. Catherine Fro m'a fait un très beau compliment un jour. Elle m'a dit: tu ne joues pas ce personnage, tu l'incarnes. Je ne voyais pas trop la. Puis quand j'ai lu ce que ça voulait dire, j'ai dit: c'est un beau compliment, quoi. Tu lui mets de la chair dessus. Moi, je voudrais juste que tu me dises à quel moment tu en parles à tes parents, parce que pendant un moment, tu fais des allers-retours entre Paris où tu es à une vie. Oui, je le raconte même pas. Non, mais je le raconte même pas. Et quand tu rentres à Marseille, il se passe quoi? Mais c'est pas possible. T'as une double vie, du coup, pendant 2-3 ans? Ah oui, complètement. Puis surtout, je vais dîner avec Coccinelle chez des gens. Je me souviens d'être allé chez Robert of Paris, qui était un des plus grands coiffeurs de Paris. Il coiffait toutes les vedettes. Et Robert, qui est un monsieur adorable, chez qui je vais toujours à Grasse passer quelques jours de vacances et que j'embrasse, que j'aime. Robert, il ouvrait, lorsqu'on allait dîner, des boîtes de caviar de 500 grammes de chez Petrosian avec du Dom Pérignon. C'était des soirées qui coûtaient des millions. Des milliers de francs. Donc jamais j'aurais osé dire ça à mes parents qui se levaient à 4h le matin pour vendre des cafés à 50 centimes et des pastis à 1 franc. Oui. J'aurais eu peur de les choquer. Puis peut-être qu'ils auraient dit: mais il est mythomane, il est menteur, voilà. Oui, on t'aurait même pas cru. On m'aurait même pas cru, bien sûr. C'est ce que tu dis. Alors, à partir de quel moment tu vas oser leur en parler? La première fois que ton père te voit sur scène, il sait qu'il va te voir sur scène, ou c'est non, en fait, le premier spectacle que je vois, moi, ça s'appelait Le Vieux Panier, dans le quartier du Panier. C'est pour ça que j'ai appelé Ziz du Panier, parce qu'en vérité, la première fois que j'ai vu ce genre de personnage, c'était au Panier. Ouais. Donc l'hommage vient de là. Le Vieux Panier, dîner-spectacle, Tony qui tient cet endroit incroyable. Et là, je vois des transformistes et je découvre, je sais ce que c'est. Il y a un monsieur qui s'appelle Dee Anderson qui est d'une beauté incroyable. Il y a Lady Carrigan qui est formidable, qui fait l'animation au micro. Et moi, je me dis: moi aussi, j'ai envie de faire ça. Moi aussi, je veux faire l'artiste comme ça, couvert de strass, de plumes et de paillettes. Et ces gens-là me repoussent un peu, surtout Lady Carrigan. Et en fait, je me retrouve à me dire: si je veux réussir dans ce métier, il faut que je connaisse la star de ce métier, la reine de ce métier. Qui est la reine de ce métier ? C'est Coccinelle. Voilà. Et le destin me mettra sur sa route par hasard. Ouais. C'est fou, la vie. Tu avais aussi une ambition dans ta vie personnelle, c'est de ne pas décevoir ton papa. De ne pas décevoir mon père, parce que ça faisait partie de ça. De tes choix de vie, c'est ça? Mon homosexualité, déjà au départ, je ne sais pas que c'est ça, c'est juste ma différence, oui, j'appelle ça ma différence. Et en fait, je veux faire tout bien pour lui. Par exemple, quand t'es gamin, t'as essayé tous les sports? Ah ben, mon père était très sportif, donc le foot, c'était pas pour moi, on me laissait toujours sur le côté. Ensuite, un jour, il me dit le judo, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc nous voilà partis au judo, j'aimais bien le kimono, c'était saillant, c'était sympa. Seulement, le prof me prend pour faire une prise et il me fait tomber, ça s'appelait au Sotogari, je m'appellerai toute ma vie, et il m'attrape comme ça, il me fait tomber, et quand ma tête touche le tatami, ça sent les pieds et j'ai vomi. Voilà. Raconte-moi le tennis aussi. Ah ben le tennis, personne ne veut jouer avec moi parce que je ne rattrape pas les balles. Mon père me dit: c'est pas grave, il y a ce qu'on appelle un canon à balles, donc tu vas t'entraîner avec ça et tu vas bien viser et tout ça. Et la première balle, le canon, il devait être trop fort, ou moi j'étais trop près, et il m'a pété le poignet. Donc c'était gênant. Voilà. Puis le cheval. Le cheval. Ça a été une vraie passion. Ça, une vraie passion. Aujourd'hui encore, j'adore les chevaux, mais malheureusement, je voulais être jockey, et à 12 ans, je faisais déjà 1m78 et 80 kg. Donc c'était mort. Voilà. Donc tu as fait beaucoup d'efforts pour que papa soit fier de toi, parce que tu adorais ton père et ton père mais te ils n'avaient aucun a priori. Hein. C'est moi qui me mettais des trucs comme ça dans la tête. C'est comme le spectacle. Le spectacle, il le découvre, c'est ma mère qui l'emmène un soir et il me voit sur scène et il comprend que c'est moi. J'ai entendu ses dents grincer, mais bon, pas plus que ça. Parce que ma mère lui a pris la main, il m'a regardé, il a applaudi et c'était fini. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à la sortie du spectacle? L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Ouais. C'est la plus belle chose. Bah oui. C'était...
Et ta maman, de son côté, il paraît qu'elle a culpabilisé un petit peu, elle. Pourquoi elle a culpabilisé ta mère? Ma mère était persuadée que j'étais gay à cause d'elle, parce que j'étais trop resté dans le salon de coiffure avec elle quand j'étais petit et tout ça. J'avais dû attraper ça avec des gens qu'elle fréquentait, qu'elle connaissait et tout ça. Donc elle est allée voir un psy. Bon, moi aussi, je suis allé voir un psy pendant des années. Moi, ça m'a fait du bien. Elle, non. Mais en fait, un dimanche midi, j'arrive chez mes parents à la campagne, à Calas, et mon père gloussait timidement sur la terrasse, et je lui dis: qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit: je peux pas te le dire, ta mère est dans la cuisine, si elle le sait, elle va me tuer. Et au bout d'un moment, je lui dis: mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Et alors José, mon compagnon, lui disait aussi: mais c'est quoi cette histoire et tout, qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit: le psy qu'elle va voir, ta mère, il s'est suicidé. Oh, Bon, c'est pas drôle, mais bon. Non, c'est pas drôle, mais... Et ma mère arrive avec la marmite où elle avait fait une daube provençale, là, et elle nous voit tous en train de glousser, et elle dit à mon père: ah, t'as pas pu t'en empêcher, hein? Tu lui auras dit. Donc là, ils sont au courant. Ma fille s'est pas suicidée à cause de ma mère. Mais non, mais on est bien d'accord. Il devait avoir d'autres problèmes. On fait un démenti. On fait un démenti formel. Oui, surtout s'il y a de sa famille qui m'écoute. Oui, voilà. Donc tu as une vingtaine d'années. Tes parents finalement acceptent alors que tu te faisais tout un monde. Ah oui, ils acceptent. Donc du coup là t'es libéré. Je crois que mon père il se dit finalement il devient transformiste aux côtés de Coccinelle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il adore Coccinelle en plus, mon père. Oui, ton père même, il voulait la voir en spectacle. Quand il était jeune, il n'avait pas de sous et tout ça. Il a regardé juste passer derrière les barrières au cours Saint-Louis. À l'Alcazar. Et alors, ce qui est génial, c'est que tu le racontes dans ton livre. Il y a une anecdote superbe, parce que quelques années plus tard... Elle va venir chez nous. Voilà, après que ton père l'ait loupé à l'Alcazar, qu'est-ce qui se passe? Elle dort à la maison. Elle dort à la maison. Et ça, moi je lui dis que Coccinelle va venir dormir à la maison. Mon père me dit: non, mais n'importe quoi, tu vas arrêter de mentir et de dire des conneries comme ça. Coccinelle, c'est une star, qu'est-ce qu'elle va venir foutre chez nous et tout ça, alors qu'on habite un très bel immeuble sur la corniche et tout. Mais pour mon père, il restait très, très, très pauvre. Il était comme Aznavour. Ouais. Il n'était pas de droite du tout. Il a toujours été de gauche. Il disait: je suis assis confortablement à gauche. Voilà. Et il se disait: elle peut pas venir chez moi, c'est la Non, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Ça s'est très bien passé quand elle est venue? Ah bah oui, ils ont bu du vin rouge. Ils ont mangé du poisson chez Michel au Catalan. Ouais. Donc c'était les meilleurs amis du monde. Ouais. Tu vas devenir assez rapidement, dans ces années-là, producteur de spectacles. En fait, on n'a pas trop le choix. Voilà. Ouais. On n'a pas trop le choix. J'ai commencé à faire un petit peu des numéros avec Coccinelle chez Madame Arthur, une ou deux fois. Et elle fait le Casino de Paris avec Pascal Sevran. Il doit y avoir une grosse tournée, il doit y avoir plein de choses. Et puis finalement, il y a la guerre du Golfe qui se dessine à l'horizon. Les producteurs lâchent l'affaire. Et moi, à l'époque, je veux changer d'appartement à Marseille. Mes parents m'ont offert pour mes 20 ans un bel appartement. Ouais. Je le vends pour en acheter un autre. Et finalement, je ne l'achèterai jamais. Et je vais produire le spectacle de Coccinelle en tournée. Avec l'argent de l'appart. Avec l'argent de l'appart. Ouais. Et tu vois, mon père et ma mère, ils ont trouvé ça très bien aussi. Ouais. Alors cette tournée, c'est une tournée internationale. En avant Guingamp. Ah oui, on est parti en Allemagne, en Belgique, en Afrique du Nord, en Suisse. On est allé partout. On est retourné à New York chez Jean-Claude Bacquer, grand ami de Coccinelle, un des enfants de Joséphine. Enfin voilà, quoi, c'est incroyable. Vous avez fait des milliers de kilomètres? Oh, des milliers de kilomètres. Elle me racontait sa vie pendant des heures. Elle avait peur que je m'endorme. Donc c'est vrai que quand j'ai écrit mon livre, il y a plusieurs chapitres sur elle, parce qu'en fait, je le connais par cœur. Elle me racontait tout. Et elle t'a raconté des choses qu'elle avait racontées à personne? À personne. Bon, il y a des choses que je n'ai jamais racontées et que je raconterai jamais. Ouais. Mais par contre, ce qu'on peut comprendre dans ton bouquin, c'est qu'elle a une enfance diamétralement opposée à la tienne. En deux mots, en gros, c'est Zola. Ouais. C'est Zola. Son père, laveur de carreaux, le vrai titi parisien. Sa mère, vendeuse de fleurs dans les cabarets, ivrogne. Ouais. Voilà. Elle grandit dans une seule pièce, entre la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, comme Mistinguett. Ouais. Et son père fume des gitanes maïs. C'est pour ça que toute sa vie, elle détestera l'odeur du tabac, parce qu'elle vit dans cette pièce avec le tabac, quoi. Et elle va souffrir de ça. Et elle ne supporte pas ce côté ouvrier, ce côté très pauvre. Ils n'ont rien, quoi. Ils sont malheureux. Tu vas faire cette tournée, et à un moment,
Quand tu reviens à Marseille, tu vas jouer dans une boîte de nuit. À quel moment tu redeviens transformiste déjà ? Alors, déjà, après l'Allemagne, je joue déjà. Elle m'a fait faire des numéros. Je fais un numéro de double face qui aura... toute ma carrière a été le numéro phare de Thierry Wilson. J'ai une imitation de Ginette Renault avec Je ne suis qu'une chanson, où je me démaquille sur scène. Un hommage à une troupe de transformistes belges que j'avais, les Hirondelles, que j'ai adoré. Je faisais ce numéro. Oui, j'ai débuté déjà. Ouais. Je suis transformiste. Ouais. Je suis connu pour ça. Je vais ouvrir un magasin qui s'appelle L'Envers du décor à la rue d'Aubagne. Là, c'est un endroit où on va vendre des plumes, des strass, des paillettes, tout ça. Tous les transformistes vont venir se servir chez moi. Avec mon ami Dominique RD, Paris Plume, on va faire des merveilles. On va créer des choses extraordinaires. C'est une belle époque, ça, de ma vie. Et là, je vais aller avec Coccinelle, on va se marier. Oui, parce que pendant cette tournée, vous avez cette idée un peu folle qui vous est soufflée par un producteur, un journaliste un peu véreux, voilà. Et puis Jean-Marc Morandini qui nous marie sur TF1 dans l'émission Tout est possible. Enfin voilà, il se passe plein de choses. Et on ouvre le cabaret chez Coccinelle. Voilà. Parce que ça va vous rapporter de l'argent finalement. Oui, cette tournée. Elle rêvait de ça. Les retombées du mariage. Elle rêvait d'avoir un cabaret qui porte son nom. Donc et là, vous ouvrez un cabaret à Marseille. Oui, rue Adolphe Thiers. Ouais. C'est la révolution. Les gens partout on dit Michou est à Paris, Coccinelle est à Marseille, et les gens se pressent chez nous. Alors quand tu es à Marseille avec Coccinelle, tu as le cabaret de Coccinelle, et puis de temps en temps on fait appel à toi dans des discothèques pour venir je fais des galas, quoi. Animer. Voilà. Ah ouais. Et il y a une date que tu n'oublieras jamais, que tu relates dans le livre, c'est la date du 6 octobre 1998. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Un soir, je vais faire ce gala au Corsair Bar, sur le Vieux-Port, et en fait, c'est un drame parce que la scène va s'écrouler. Et je vais prendre un plateau élévateur qui n'a pas été révisé depuis 10 ans sur la tête. Et je vais avoir un traumatisme crânien, triple fracture ouverte au pied gauche, ce qui me vaut d'être handicapé, d'avoir une carte handicapée et de souffrir toujours terriblement de mon pied et de ma jambe gauche. Mais on ne base pas sa vie sur un accident. Ouais. Dans ma tête, je pense qu'à une chose, je vais m'en sortir. Oui. J'ai eu la chance d'être pris en main par le professeur Bigora, qui m'a sauvé. Une équipe extraordinaire à Clerval Convalescence. Ouais. Parce qu'à un moment, tu es carrément paralysé. Je suis paralysé complètement. Tu ne peux plus avoir l'usage de tes jambes. Ah oui, ni des membres supérieurs et inférieurs. J'ai fait une hémiparésie, j'ai le visage complètement déporté sur la gauche. Je suis épileptique, j'ai fait une crise d'épilepsie dans le transport. Je vais vivre un an et demi d'enfer. Ouais. Mon compagnon de l'époque va me quitter parce qu'il ne se sentira pas capable d'assumer. Ouais. Il va le vivre terriblement mal et toute sa vie, il se suicidera. Et ça a été un drame pour moi. Je fais plus de spectacles, je perds le cabaret chez Coccinelle puisque personne ne s'en occupe. Donc, quand tu es dans cet état-là, tu dis plus jamais je vais pouvoir remonter sur scène. Ah, je suis quelqu'un qui ne renonce jamais. Donc je me dis, je suis le phénix, ouais. je vais renaître, je vais recommencer. Même paralysé en partie, tu te dis, je vais y arriver. Oui, j'y crois encore. Et tu as bien fait d'y croire parce que quelques mois plus tard, tu vas postuler chez Michou, qui recrute. D'abord, je vais aller dans le Var. Et c'est là que je vais rencontrer mon compagnon actuel. Ça fait 27 ans qu'on est ensemble, José, dans une soirée, grâce à un transformiste, un copain, Raymond, qui m'emmène là-bas. Et je vais remonter sur scène. Ils vont m'emmener dans le noir, alors que je ne tiens pas debout. J'ai des béquilles pour marcher. On va m'emmener sur scène, m'asseoir sur un tabouret, et je vais faire Lara Fabian. Et c'est là que je vais rencontrer José. José qui va devenir l'être que j'aime le plus au monde. Moitié d'orange. Après ma maman, puisque j'ai plus mon père. Ouais. Voilà. Quand je parle de José, c'est terrible parce que, tu sais, les artistes, en principe, on est très égocentriques, on pense qu'à nous. Et moi, j'arrive pas à penser à moi sans penser à lui. Ouais. Et quand je dis je, c'est nous.
José, qui est quelqu'un qui te ressemble beaucoup dans la gentillesse, dans cette forme d'humilité aussi, parce qu'il est toujours à tes côtés, très discret. Tu n'es pas discret, hein, je te rassure, ça, vous vous ressemblez pas pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la gentillesse chez lui. Je crois que ça vient de l'éducation, de la famille, ça, on a eu beaucoup de chance. Hein. Lui, il a des parents merveilleux qui m'ont ouvert les bras, on a eu beaucoup de chance tous les deux, hein, parce qu'on n'a eu aucun rejet. Notre différence, on la vit au grand jour, on n'a jamais eu de problème. C'est comme avec Ziz. Moi, sur les réseaux sociaux, c'est très rare que j'ai des attaques homophobes ou des attaques transphobes ou n'importe quoi. Moi, Ziz, elle plaît en général à tout le monde et notre vie, José et moi, elle est souvent mise en exemple. Moi, je ne veux pas la mettre sous les lumières et devant les caméras parce que c'est ma vie, elle m'appartient. Voilà. Et José, on va voir. Et José, lui, est timide. Hein. Il est très timide. Il a assisté à la naissance de Ziz. Oui. On va le voir dans pas longtemps parce que je voudrais, juste avant, que tu nous expliques comment tu as réussi à ouvrir les portes de Michou, et je voudrais surtout que tu nous expliques un petit peu les coulisses, l'envers du décor. Alors, tu es, on l'a vu, hein, paralysé en partie, on ne doit pas donner cher de ta carrière artistique. Non. Et quelques mois plus tard... À Marseille, il y en a même des mauvaises qui disent pendant des années, il a fait Angélique, maintenant il fera Geoffrey de Perrac, puisqu'il boite. Oh là là. Si, C'est ils l'ont très dit. mauvaise. C'est pas grave, moi j'assume tout et je trouve ça drôle en plus. Donc même si c'est méchant, quand c'est drôle, ça passe. Mais non, mais moi j'ai été sauvé grâce à une drag queen en fait, qui était dans cette discothèque-là et qui a exercé une pression sur ma main toute la soirée et jusqu'à temps que les secours arrivent. Et en fait, c'est grâce à lui, je lui dois beaucoup. Je lui ai dit souvent, si dans la vie je peux faire quoi que ce soit pour toi, n'hésite pas, je serai toujours là. Il m'a jamais rien demandé, je sais même plus ce qu'il fait ni qui il est. Et ben voilà, le message est passé si regarde. Comment tu vas réussir à gagner l'estime de Michou et puis entrer dans son équipe? Alors déjà, je m'étais dit, si j'arrive à recommencer à faire du spectacle de qualité, vraiment, j'irai auditionner chez Michou. S'il cherche quelqu'un, j'irai me présenter. Et là, un jour, je reçois un coup de fil, Hortensia, que j'avais connu donc à l'époque, à la fin des années 80, et avec qui j'ai une amitié vraiment extraordinaire. Il me dit, on cherche quelqu'un chez Michou, mais surtout, ne viens pas te présenter en te recommandant de moi ou de quelqu'un d'autre, parce que, tu sais, l'ambiance est tellement horrible dans ce cabaret, ça te desservirait plus qu'autre chose. Tu dis rien, tu viens te présenter, tu fais ton numéro, et puis si tu es engagé, après tu diras la vérité. Voilà. Donc j'arrive là-bas, tout maquillé, je fais mon numéro, et ça passe pas. Ça passe pas parce que je me dis, ils font tous des imitations, moi je vais faire du visuel. Donc je fais mon fantôme de l'opéra, je fais mon numéro du comédien, qui est un numéro de Danny Play que j'ai vu faire par J. Anderson, que j'adore, où je joue vraiment, je suis comédien, chez moi, je reviens, tout ça. Et puis on me dit, non, c'est pas dans l'esprit de la maison, revenez avec 3 imitations. Et moi, comme tu me jettes par la porte, je reviens par la fenêtre. Je rentre à la maison et je me dis, il faut absolument que je fasse des imitations. Je vais voir Brigitte Delouis, qui est la star des maquilleuses, puisque c'est elle qui fait toutes les gueules de Patrick Sébastien. Ah oui, dans les émissions télé, où il faisait notamment les sosies. Là, tout à fait. Et donc, Dany Sens, que j'avais connue quand j'avais fait l'école de maquillage, qui était la directrice de Make Up Forever, elle me présente Brigitte et j'apprends, en payant bien sûr, avec Brigitte, j'apprends à me faire la gueule de Lara Fabian, de Muriel Robin et de L'Âme. Wow. L'Âme qui vient de sortir un tube, la chanson de Michel Berger, de ressortir cette chanson. Dans quelle année là On est en 99. Ouais. Okay. Voilà. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Et on est en 98 ou 99, un truc comme ça. Et en fait, je reviens chez Michou, j'auditionne avec ces 3 imitations, L'Âme, Régine et Muriel Robin, puisque Lara Fabian était faite déjà par quelqu'un d'autre. Donc je vais faire ces 3 personnages, L'Âme, Régine et Muriel Robin. Et c'est le carton. Le carton. On me dit, ah mais oui, c'est bon, c'est parfait, voilà. Et là, tu deviens la petite merveille. Et là, je deviens le chouchou. Le chouchou de Michou. Le loulou. Et ça, c'est pas bon, paraît-il, parce que je te pose la question, mais je crois connaître la réponse. Solidarité ou grosse concurrence dans les coulisses? Non, solidarité, à moi le poulet, à toi la salade. Là. Et, alors, et en fait, je suis le plus jeune.
Ouais. Il y a les vrais artistes de chez Michou, il y a ceux qui ont fait Michou avec Michou. Je suis très fier de ça, parce que moi j'ai travaillé vraiment avec tous ceux qui ont fait Michou les belles années. Ouais. Et en fait, Michou dit toujours « Oh, c'est mon petit chéri, c'est le plus jeune, il est formidable et tout ça ». Et les autres, ça leur plaît pas. Ça excite la jalousie. Là, 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 là. Alors, heureusement, Hortensia, 180 kilos, il est là. Hein. C'est mon... lui, c'est son chouchou aussi, ça tombe bien. Ouais. Et puis, voilà. Et puis moi, je suis confiant, je suis pas dans la méchanceté. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. Je veux que les autres, je veux les motiver. Ça va les motiver quand même, parce que, par exemple, Marie-Pierre, qui était pour moi un des meilleurs de chez Michou, qui imitait Liane Folly à la perfection. C'est grâce à lui que je vais rencontrer Liane. Ah ouais. Qui devient ta meilleure amie. Qui devient mon ami et ma meilleure amie. Et en fait, Christian, ça va le motiver et il va faire Cher. Mais il va faire une Cher incroyable. Et d'autres aussi. Lady Lune, Change de numéro, et tous. Ouais. Donc il y avait de l'émulation. Oui. Mais en même temps, des sacrés coups tordus. Oui. Tu peux me raconter cette anecdote quand il a ta meilleure amie qui vient du sud-ouest, qui vient voir le spectacle et qui a été un petit peu instrumentalisée contre toi? Cette maison, j'appelle ça la petite boutique des horreurs, moi. Parce qu'il se passe des choses incroyables. Moi, je dis c'est dans les murs. Les murs sont empreints de quelque chose de mauvais. Et c'est curieux parce que j'en discutais l'autre jour avec Gad Elmaleh, qui a racheté Michou, là, et qui me dit, j'ai l'impression que les murs nous veulent pas. Il y a des mauvaises ondes. Il se passe quelque chose. Il y avait quoi avant Alors, on sait ou pas? à la suite des cuisines de chez Michou, il y a une espèce de tunnel dans la roche qui mène jusqu'à des grilles. Et on n'a jamais su ce qu'il y avait après ces grilles. D'accord. Mais il paraît qu'à l'époque, à Montmartre, il s'est passé des choses assez terribles dans les couvents, les monastères et tout ça. Okay. Et à l'époque, voilà, donc je ne sais pas. Les murs ont gardé... Peut-être. Ou alors c'est simplement les travelottes qui sont mauvaises. Voilà. Et donc on a eu une machination contre toi. On a eu... en fait, on se sert de moi. Moi, je vois pas les choses. Moi, je me rends pas compte. Souvent, José, mon compagnon, qui est beaucoup plus lucide que moi, il me dit « Non, mais toi, tu rêves. » Il me dit « Toi, tu crois que les gens sont... Mais t'es un béni, oui, il me dit. Hein. Tu crois vraiment... » Alors moi, ça me vexe un peu, mais bon, c'est vrai, je suis obligé de reconnaître que je suis un peu comme ça. Je peux pas penser qu'on puisse être si méchant. Ouais. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai une amie qui vient me voir, et elle vient au cabaret, Marie, et elle me dit « Oh, c'était génial, mais dommage qu'il y a des numéros qui sont un peu usés, c'est du vu, du revu, tout ça. » Et elle dit ça devant un des artistes de chez Michou qui est connu pour être très méchant, Paul. Et Paul lui dit « Oh, tu faudrait écrire une lettre quand tu retournes chez toi et tu dis à Michou, je suis venu tel jour, il y avait ça, c'était pas bien et tout ça, il faudrait les changer, ils sont trop vieux. » Et elle, moi je lui dis « Oh non, ne fais pas ça et tout, je veux pas avoir d'histoire. » Mais alors Paul me dit « Mais personne saura, mais enfin, comment veux-tu qu'on pense que c'est toi ?» Elle rentre chez elle, elle fait la lettre, elle l'envoie au cabaret. Et ça fait un scandale lorsque la lettre arrive, bien sûr. Michou fait une lettre dans le couloir, changez vos numéros, monsieur un tel, monsieur ci, monsieur là. C'est ce que vous faites, c'est mauvais. Regardez, la cliente, elle le dit et tout. Ce qui veut dire qu'une cliente faisait un commentaire et Michou, il prenait tout au pied de la lettre. Mais Michou, chaque jour, le matin, il allait au bureau et il rappelait tous les clients qui étaient venus la veille. C'est pas une légende, ça. Il appelait les gens en disant « Vous avez passé une bonne soirée, hier soir, vous avez bien mangé, la viande était bonne. Oh, c'est normal, je couche avec le boucher. » Voilà. C'était ces vannes qu'il faisait à tout le monde. Voilà. Mais il faisait un petit contrôle. Ah, tous les jours. Qualité. Tous les jours. Il disait c'est pas des clients, c'est des amis. Ouais, c'est comme ça qu'il est considéré. Mais oui. Ouais. Et donc, moi, j'ai appris tout ça avec lui. Ouais. Et donc, Marie envoie la lettre. Et donc... Et le soir, ça fait un scandale, il mène l'enquête, le directeur artistique, le maître d'hôtel et tout ça, il pose des questions. Mais tel jour, quand cette femme, elle dit qu'elle est venue, mais il n'y avait pas ce spectacle-là, c'est pas vrai, donc la preuve, regardez. Oh là là, et moi je sens que ça monte et tout, j'étais pas bien. Et Paul qui se dit mêlé à ça, pour se couvrir un soir, on est tous là en train de boire un verre après le spectacle, et Patrick, le maître d'hôtel, parle de cette histoire, et Paul se tourne vers moi, et me dit « Mais au fait, ton amie qui venait de Castres, elle s'appelait pas Marie ?» Waouh. Et là, tous les regards se sont tournés vers moi, en disant « C'est lui qui a fait écrire la lettre à cette femme. » Alors que l'idée venait de lui. De lui. Waouh. Et là, je lui dis, oui, c'est ça, je lui dis. Elle vient de Castres. Je peux pas mentir. Ouais. Et je quitte la salle et je m'en vais. Et le lendemain, on parle que de ça. Ouais. Et moi, je décide d'aller voir Michou, chez lui.
et de lui raconter la vérité. Parce que tu étais à 2 doigts de perdre ta place. Tu t'es dit, là, ils vont me virer. Oui. Donc, je suis allé sonner chez lui le matin très tôt. Il allait prendre son café. Il a été très surpris de me voir. Sa gouvernante me dit, je vais lui demander s'il veut vous recevoir. Et il me reçoit. Et je lui dis, voilà ce qui s'est passé hier soir au cabaret. Et il me dit, je vous crois, vous. Parce que ça fait pas assez longtemps que vous êtes dans la maison pour être aussi pourri et aussi tordu. Oh, joli. Et là, donc, ils ont compris qu'il n'y aurait pas de place avec moi pour le mensonge, pas de place pour la trahison. Moi, j'ai toujours été honnête, sincère. Et droit. Et ça paye. Et Michou va t'apprécier à tel point qu'il va te faire plein de des télés internationales. On va te voir partout en France et dans le monde. Hein. T'étais un peu l'égérie de Michou. J'étais l'image du cabaret Michou pendant des années. Et en fait, c'était merveilleux pour moi parce que j'adorais Michou déjà. C'était un être généreux qui aimait les personnes âgées comme moi. Et qui respecte le travail des autres. C'est un grand monsieur. Alors, ce grand monsieur, il t'apprécie beaucoup, mais un jour, on te passe un coup de fil et on te dit, ce coup de fil vient de Marseille, que ton papa est malade. Pas bien du tout. Ma mère m'appelle et elle est catastrophée. Mon père est atteint d'une cécité foudroyante due à un diabète très prononcé et dans quelques mois, il va perdre la vue. Okay. Et là, moi, je me dis que je peux pas rester à Paris. Il faut que je vienne voir mon père. Voilà, tu dis ça à Michou. Et Michou me dit, vous ne pouvez pas démissionner, prenez du temps, rentrez chez vous, tenez-moi au courant, voilà. Ouais. Et en fait, je décide de partir en voyage avec mon père. Ouais. Je vais l'emmener voir toutes les choses qu'il n'a pas vues avant qu'il ne voit plus. C'est ça, tu voulais qu'il en prenne plein les yeux. Alors tu l'as emmené où? Sur les traces familiales? En Sardaigne, en Arménie, en Italie, en Corse, même à Euro Disney, on est allé partout. Voilà, tu voulais qu'il voie tout ça. Oui, en Amérique. C'est quoi le moment le plus émouvant que tu vis avec lui pendant ce voyage qui dure un moment, parce que tu prends pratiquement un an et demi avec lui. Une année sabbatique, je crois que c'est quand on est allé en Sardaigne et qu'on a loué une voiture et qu'on est partis tous les deux sur la Costa Esmeralda, je crois que ça s'appelle comme ça, et on est allé jusqu'à Cagliari, on a atterri à Cagliari, on a loué une voiture, on est parti dans un village, province de Sassale, où il y a des gens qui ont le même nom que nous. Ouais. Alors qu'à Marseille, mon nom de famille, il n'y a que ma famille qui a ce nom. Il n'y a personne d'autre. Tandis qu'en Sardaigne, c'est courant. Ouais. Et il y en a plein. On a retrouvé des cousins, on a retrouvé des gens incroyables. Et vous vous êtes beaucoup parlé pendant ce voyage? Ah oui, on s'est dit, on s'est tout dit. Je crois que il n'y avait plus de retenue, il n'y avait plus de pudeur, il n'y avait plus de... On parlait de tout. Ouais. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis plus retenu quand j'avais envie de l'embrasser. Ouais. Pourquoi tu avais une retenue? Oui, je ne sais pas pourquoi. Autant comme j'étais très tactile et câlin avec ma mère et tout, qu'avec mon père, c'était plus compliqué. Ouais. Et là, ça ne l'était plus. Ouais. Ça a été très court et en même temps tellement intense que j'ai l'impression qu'on a rattrapé tout le temps perdu. Donc tu es revenu à Marseille pour ton papa. Michou a été très classe parce qu'en fait, il a continué à te rémunérer. Il a vraiment compris que tu avais besoin de ça. Oui, en fait, il me dit, je ne veux pas que tu donnes ta démission. Que vous donniez, on se dit vous à cette époque-là, je ne veux pas que vous donniez votre démission, prenez le temps qu'il faut avec votre papa et vous reviendrez. Mais en fait, je me rends compte très vite que je vais rester à Marseille, que Paris. Près de ta famille. Voilà. Ouais. Il faut absolument que je tourne la page. Et à ce moment-là, donc, José a quitté Paris aussi, mon compagnon, et il faut qu'il travaille. Ouais. Et donc, il décide d'ouvrir le restaurant La Table de Loulou. Voilà. Donc, lui, il avait toujours rêvé d'avoir son restaurant. Son resto à lui. Et au début, c'est qu'un restaurant? Oui. Ouais. Et en fait, on cherche le nom. Et un jour, Michou, à qui on était allé demander un petit peu d'argent pour ouvrir le
lieu, puisqu'il nous avait proposé de nous en prêter. Il nous dit, comment vous n'aviez pas un surnom quand vous étiez petit? Alors je dis oui, on m'appelait Loulou. Ouais. Et il me dit, ben voilà, la table de Loulou, ça va rester dans la tête des gens. C'est parfait. Et très vite, la table de Loulou est devenue Cabaret Loulou. Ouais. C'est un peu incité par Michou qui était derrière. Ouais. Oui, il faut absolument que vous le fassiez. Il me dit, alors moi je lui dis oui, mais alors si je fais cabaret, si je fais des soirées cabaret, il faut que je me serve du nom de Michou. Il m'avait fait signer un papier comme quoi j'ai pas le droit de me servir du nom. Et lui il me dit faites venir votre avocat, on refait un papier et puis voilà. Et donc j'ai ce papier qui dit que j'ai le droit de me servir du nom de Michou. Je suis le seul d'ailleurs. Et c'est dans ce cabaret finalement que va naître le personnage de Ziz. C'est pour ce cabaret que tu le crées? Ah oui, parce qu'en fait dans ce cabaret je fais naître des talents puisque j'apprends à des petits jeunes à faire du spectacle, à faire des imitations, et notamment certains qui iront chez Michou après, comme mon petit protégé Patrice. Belle fierté ça. Voilà, qui sera un des meilleurs même, puisqu'il fait Nolwenn Leroy à la perfection. Enfin, c'est un beau talent, Patrice. Et à cette époque-là, donc les transformistes que j'ai ne sont pas très sérieux, ils apprennent pas leur playback. Et un soir, je décide de virer tout ce petit monde. Il y avait combien de personnes avec toi là? 3. Et donc vous étiez 4 sur scène en tout? On était 4. Et donc je vire tout le monde et José me dit bravo, c'est bien. Il me dit donc demain je vais chez le comptable, on leur fait leur solde de tout compte. Il me dit mais ce week-end on fait comment? Pour le spectacle? Eh oui. Je lui dis c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Et je me renferme dans la loge et j'essaie de réfléchir comment je pourrais mettre plusieurs costumes sur moi, comment je pourrais faire plein de choses. Et puis d'un coup il ouvre la porte de la loge et puis il me dit écoute, pendant le repas tu racontes tes blagues marseillaises, parce que j'avais instauré ça. Pendant que les gens dînaient, je racontais des blagues un petit peu comme le faisait Fredo, la star des dîners-spectacles de blagues marseillaises de l'époque. Fredo qui t'avait légué une petite boîte. Il m'avait offert, quand il a pris sa retraite, une boîte en fer avec plein de petites cartes avec les blagues marseillaises de Fredo. Et je racontais la blague de Ziz et Zé, son mari, qui un soir... C'est quoi la blague de Ziz et Zé? La blague de Ziz et Zé, c'est Zé, le mari de Ziz, qui un soir décide de lui faire l'amour à la parachutiste. Alors il dit gâté, il dit viens un peu là, viens. Il dit tu te mets complètement escartade sur le lit, moi je monte sur l'armoire, je fais 1, 2, 3 et je saute. Alors elle lui dit oh mais tu joues au bastre ou quoi? Il dit je te dis que ça va bien se passer et tout. Alors la Ziz elle s'installe sur le lit, elle se parfume bien à foufa, tout ça. Le Zé il monte sur l'armoire, il fait 1, 2, 3 et il saute. Et sa copine le lendemain elle lui dit et alors qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il a sauté? Eh bien Ziz elle dit écoute c'est le 3e curetage qu'on me fait, on l'a toujours pas retrouvé. Voilà, donc ça c'est le fondement de Ziz, la base. Voilà. Et donc José me dit, ben voilà, fais venir Ziz sur scène, tu en parles tout le temps. Il me dit donc les gens ont envie de la voir. Et Coccinelle qui me disait toujours, il faut que tu prennes un tournant, il faut que tu arrives à faire autre chose que du transformisme. Tu as fait du théâtre, fais du one, fais un seul en scène. Et là, d'un coup, je regarde la perruque qu'elle m'avait coiffée pour le direct et je me dis, mais cette perruque, la coiffure, elle ressemble à celle de la nounou d'enfer, la mère de la nounou, Sylvia Fine, cette blonde incroyable dans le feuilleton qui se goinfre tout le temps de gâteaux et qui parle toujours de régime, habillée en tailleur panthère, en paillettes. Donc là, tu avais ton personnage. Voilà, j'avais trouvé l'apparence. Et puis, je l'ai nourri ensuite au fil du temps de toutes les femmes merveilleuses que j'ai rencontrées au fil de ma vie. Et le premier soir sur scène, j'ai pris la Provence. J'ai stabilo-bossé les gros titres et il y avait notamment une grande soirée qui était organisée à la mairie. Monsieur Gaudin recevait une délégation, je crois, de Chinois ou de Japonais, je ne sais plus. Et j'ai raconté donc, que j'avais offert à Monsieur Gaudin une robe en paillettes et que comme il n'y avait personne pour faire l'animation, eh ben, il avait fait lui-même, il avait enfilé la robe et il avait chanté « Un jour mon prince viendra ». Et il avait invité Chico et les Gypsies qui derrière avaient repris Esperanza, Esperanza. Jean-Claude Gaudin qui était d'ailleurs assez fan de Ziz. Oui. Lui aussi. Il était fan de Ziz et il était fan aussi du pouls
poulet rôti de José avec sa pomme de terre écrasée. Non, il nous aimait beaucoup et il adorait Ziz. D'ailleurs, il a même fait de moi citoyen d'honneur de la ville de Marseille. Il m'a remis la médaille, ce qui m'a valu d'avoir une étiquette d'artiste de droite. Ça aurait fait plaisir à mon père, lui qui était de gauche. Enfin bref, n'importe quoi. Mais en tout cas, M. Gaudin était un homme merveilleux. Grande fierté parce que tu es vraiment un Marseillais dans l'âme aussi. Et, et quand tu défends Ziz, tu la défends aussi au niveau national. M. Gaudin disait ça. Il disait que Ziz était ambassadrice de Marseille dans le monde entier. Et c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai emmené Ziz à la Marseillaise. Personne n'aurait parié un sou sur ce spectacle à une époque. Je l'ai joué à New York devant l'Alliance française. Je l'ai joué à Montréal. Je l'ai joué pour la condition féminine à Djerba. Je l'ai joué partout. Ouais. Grâce à Fabienne Ollier, avec les Super Mamies, on est allé partout. Ouais. Non, vraiment. Et ce personnage, tu as encore eu quelques vipères qui t'ont dit au début, ça ne marchera pas. Persuadé. Et pourtant, en 2020, l'année où tu le crées... Pas des vipères, Eric, des gens qui font ce métier, qui disent ça ne marchera jamais. En 2014, il ne faut pas parier grand-chose là-dessus. Des gens qui ont pignon sur rue à Paris et partout, qui vont dire non, c'est trop déguisé, c'est trop marseillais, c'est trop ci, c'est trop là, voilà. Et pourtant, quand en 2014, je suis révélation de l'année au Festival d'Avignon, meilleure vente et tout ce que tu veux. C'est le public qui parle. Mais c'est le public, encore une fois. C'est pas les pros. Il n'y a que le public. C'est incroyable. Mais c'est fou comme ce parisianisme, on va dire pseudo-intello, là, voilà, qui fait des choix au nom du public. Alors qu'à Paris, moi, j'ai un public. J'ai rempli la Comédie Comartin pendant 7 mois. Donc... Il y en a un qui ne s'est pas trompé, par contre, c'est Laurent Ruquier, parce que lui, il a entendu parler de toi, et aujourd'hui, tu es sociétaire en tant que Ziz, des grosses têtes. 5e saison. Comment il t'a repéré, Laurent Ruquier ? Il m'a repéré, en fait, grâce à mon album. Quand j'ai sorti l'album On peut rire de tout, des chansons magnifiques qui ont été écrites pour la plupart par Alain Turban, qui est un poète, vraiment. Il m'avait fait une chanson qui s'appelle « J'aime tes rouleaux de printemps ». Et Laurent, ce jour-là, on lui a mis le CD sur le bureau. Il a écouté la chanson. Il avait commandé chinois, je pense, pour manger le midi. Et en fait, il a dit, je veux absolument cette Ziz aux grosses têtes. Et donc, le téléphone sonne un jour. On me dit, allô, c'est Laurent Ruquier, je veux vous essayer aux grosses têtes. Et moi, je dis, ah bon ? Et moi, c'est Madonna. Et je raccroche. Et ça, alors, est-ce vrai ou faux ? Mais vous ne le saurez jamais, mon petit gars. Moi, je crois que c'est vrai. Je pense, parce que je te sais pas menteur. Est-ce que c'est pour la belle histoire ? Non. On parlait de Candide tout à l'heure. Tu n'es pas menteur. Ça s'est vraiment passé comme ça, tu l'as raccroché au nez. Il t'a rappelé quand même la preuve. Je suis aux grosses têtes depuis 4 ans. C'est pas toi qui as rappelé, c'est lui. En plus, tu t'es laissé rappeler. Princesse jusqu'au bout. C'est la jungle ou pas ? La reine des cagoles. Oh. Oui, c'est vrai, pardon. Toi qui avais eu l'expérience Michou, c'est la jungle ou c'est plus sympa les grosses têtes ? Non, on est une bande de joyeux de rire. Alors, il y a des combinaisons qui sont un peu plus réussies que d'autres. Mais moi, par exemple, je suis très ami avec Ariel Dombal, avec Roselyne Bachelot, avec Christine O'Krent, avec Sébastien Toen, avec Baffy, avec Jean-Philippe Janssen, Liane, bien sûr, Folie. T'as dit un mot là, t'as dit un nom. C'est Baffy. Baffy, t'es copain avec, mais pendant un moment, c'était un peu électrique entre vous. C'est pas que c'était électrique, c'est qu'en fait, il a emmené Ziz sur un terrain qui me convenait pas. À chaque fois, lui, il voyait l'homme déguisé en femme, voilà. Donc, il me disait, alors Ziz, ça va au Bois de Boulogne en ce moment, voilà. C'est pas Ziz. C'est pas Ziz. Ziz, c'est une mère de famille. Dans la famille Mamma Mia, elle marie son fils. Enfin, voilà, ça me gonflait qu'il me dise ça. Et un matin, je devais être plus mal luné que d'habitude. Et puis, il m'attaque tout de suite avec ça. Il me dit, ça va, il fait froid en ce moment. Ça va, Ziz, tu n'as pas trop froid au Bois de Boulogne en ce moment ? Et là, j'ai eu la réponse qui a fait exploser de rire Laurent Ruquier et toute la salle. J'ai dit non, j'ai pas froid en ce moment parce que depuis que ta mère elle a son camion, on boit le café, quoi. Et ça te vient naturellement ou tu Mais moi, j'ai fait du cabaret. J'ai fait du cabaret toute ma vie. Ouais. Donc, la répartie, c'est quelque chose qui se cultive. J'adore ça. Aujourd'hui, les jeunes qui font de la scène, ils appellent ça du stand-up. Ils ont l'impression qu'ils ont inventé un truc. Mais au cabaret... La répartie. Bah oui, au cabaret, on faisait déjà ça. Ouais. Irrésistible, ça c'est ton actualité, on en parle aux grosses têtes, on va aussi en parler dans Confidence. Tu es à Paris pendant quelques mois avec ce spectacle, après on tournait dans toute la France. Oui. C'est quoi le pitch ? Le pitch, c'est Ziz qui se rend compte un jour que son mari l'a trompée.
En fait, c'est un peu sa faute, parce qu'elle lui disait toujours j'ai le mimosa, enfin la ménopause. et il lui disait et comment on fait? Elle disait la cigale, elle est morte. Il disait comment on fait? Elle lui disait on va voir la fourmi, la voisine, si elle n'est pas dans sa cuisine. Et bien lui, il l'a pris au mot, il a traversé la rue et apparemment, il est allé chez la voisine dans la cuisine. Et elle se retrouve au cocu. Et ce jour-là, le même jour, alors elle est en pleine crise, tu vois. Et ce jour-là, son fils l'appelle, il a une bonne nouvelle. Elle va être grand-mère. Ça fait beaucoup le même jour-là. Énorme. Et donc là, il y a une grosse colère. Et là, il y a une grosse colère, un truc que je lui avais jamais fait vivre à Ziz. Et sur scène, elle va revivre un petit peu la crise de Maria Pacôme, où elle dit à ses enfants, à sa famille, qu'elle en a ras-le-bol et qu'elle a tout fait pour eux et que maintenant c'est tout pour sa gueule, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, on te souhaite plein succès avec cette pièce irrésistible à Paris jusqu'au mois de janvier, puis après en tournée. On va pas tarder à se coucher. Juste avant, est-ce que tu n'as pas un rêve ultime pour Ziz? Est-ce que après Paris, tu veux pas l'emmener un peu à Cannes sur les marches? Un film. On devait le faire ce film. C'était juste avant le Covid. L'idée était magnifique. La réalisatrice avait trouvé l'argent. Enfin, tout semblait être fait. Et puis tout s'est cassé la gueule. Ça arrive souvent dans notre métier. Ça se fera. J'ai un ami, Philippe, qui a écrit Les Navarros pendant des années, qui m'a dit on va s'y mettre, on va l'écrire tous les deux, on va le faire, et puis voilà, on va le faire tous les deux. Et quand il y aura peut-être un peu moins d'argent, mais on le fera. Ouais, voilà. Tu as une idée dans 2 ans, 3 ans? Oui. D'ici 2 ans, je pense, ça va se tourner au panier, on a déjà tout le pitch et tout. Voilà. Et ça se fera. Oui. On a vu le Phénix. Tout vient à point à qui sait attendre. Exactement. T'es pas trop impatient dans la vie? Un peu quand même. Ouais. Donc ça va venir. Ouais. Faut que ça vienne. La question finale, c'est les questions finales de la table de chevet. Est-ce que tu es roman ou BD sur ta table de chevet? Je suis plus... alors, j'adore les BD, donc faire un choix, c'est difficile. J'aime bien les romans aussi, mais je suis surtout belle histoire. Alors, je suis surtout... tu m'as ramené ton livre de chevet. Très belle histoire, avec ce livre incroyable. Déjà, c'est un livre de collection qui m'a été offert par Tania, la femme de Richard Martin, du théâtre Tourski. J'étais enfant, j'avais 12 ans, quand elle m'a offert ce livre, et je le garde toujours, et je le lis, et je le relis. C'est une édition très, très rare. J'ai appris il y a quelque temps que ça valait beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne savais pas du tout. J'ai fait moi-même Et pourquoi il te protège. Touche, ce livre? Il a un rapport avec toi, ce livre, il me touche parce que c'est l'histoire d'un fils de comédien qui veut lui aussi, à son tour, devenir comédien. Ouais. Et qui demande à son père quel est le secret pour réussir. C'est souvent ce que me demandent les jeunes humoristes à moi qui viennent me voir et à Marseille, qui me disent comment vous avez fait pour réussir. Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. Il faut juste avoir beaucoup de respect. Il lui explique ça. Il lui dit que sous chaque coup de pinceau, puisque c'est un espèce de clown, un personnificateur, un comédien, il lui dit chaque coup de pinceau, il y a un trait de mon âme. Il lui explique que plus il sera vrai, authentique, et plus le public saura le voir tel qu'il est vraiment, et que dans la vie, finalement, quand tu es artiste et que tu as trouvé ton public, eh bien, c'est la plus belle des choses. Ouais, et quand tu trouves ton public, c'est 2 bureaux de Sacha Guitry. C'est que tu y mets aussi de ton âme dans les personnages évidemment. Que tu incarnes. Qu'est-ce qu'elle a de toi, Ziz? Elle a ce côté espiègle, canaille. Ouais. Moi, je peux m'asseoir à la terrasse d'un café et rigoler tout seul des gens qui passent. Hein. C'est voilà. Après, c'est jamais méchant. C'est de la petite moquerie, non, moi, mais c'est pas méchant. C'est jamais méchant, c'est toujours sincère. Non, mais moi j'aime bien. C'est piquant ça. Hein, ça pourrait être dit dans les coulisses de Michou. Ça pourrait être dit partout. Gros dormeur ou insomniaque? Alors moi, je suis capable de dormir peu, mais bien. Et je dis toujours, je vais bien dormir et je dors bien. Mais quelquefois, c'est 8 heures ou 9 heures ou 10 heures. Des fois, je peux. Hein. Mais quelquefois, je dors que 4 heures et je suis en pleine forme. Ouais. Par exemple, hier, j'ai regardé une série sur Netflix. Voilà, j'ai regardé jusqu'à 3 heures du matin parce que ça me plaisait, Otage. Et je me suis régalé, quoi. Voilà. Et à 7 heures, le réveil sonne et il n'y a pas de souci? Alors, il sonne à 7h30 parce que je suis en direct sur Ici Provence
France. Mais oui, il y a ça avec, avec Philippe Richard dans la matinale. Les auditeurs d'ici Provence. Au réveil, tu es de bonne humeur ou plutôt ours ricoré, toi? Alors ça c'est ce qui fait rire mon compagnon José, parce qu'il dit c'est incroyable. Moi, je peux être vraiment dans mon plus profond sommeil, le téléphone sonne, je décroche comme si j'étais réveillé depuis des heures et je réponds et je suis capable de raccrocher, de me rendormir aussitôt. Voilà, ça c'est uniquement le week-end quand il n'y a pas la radio. On a compris, tu es bien actif. On va terminer avec l'anecdote la plus malaisante que tu vas nous raconter ici et que tu n'as jamais raconté ailleurs. Non, j'en ai plein des anecdotes, mais j'ai choisi une avec Coccinelle parce qu'elle est vraiment... c'est la première fois de ma vie où je me suis senti si mal. En fait, j'étais son producteur à l'époque et on reçoit un coup de fil, un gars qui a une discothèque à Lyon et qui veut organiser les 20 ans de sa discothèque et il veut Coccinelle. Donc, on négocie le tarif. Il dit, je ne vous prendrai pas d'hôtel parce que j'ai un château, je vais vous loger au château. Vous allez être merveilleusement bien. Le soir, nous irons dîner dans le plus grand restaurant de Lyon. Bon, parfait et tout. Coccinelle adorait bouffer, moi aussi, donc c'était très bien. Et on se réjouit d'aller là-bas. On arrive donc à Lyon. Il nous loge dans son château, qui est vraiment somptueux. Et il nous dit, je viens vous chercher à 19h, comme ça nous irons faire la répétition, et après nous irons dîner. On a largement le temps, le spectacle est à minuit, à la boîte, ok. Profitez de tout, de la piscine, faites comme chez vous, vous allez être formidablement bien. Effectivement, on s'installe à la piscine, tout se passe bien. Et à un moment, il y a une dame qui vient, une petite dame âgée, qui s'assoit sur une chaise à côté du transat de Coccinelle et qui lui dit, avec un accent pied noir, merveilleux, adorable, « Ma fille, je t'ai vue à Alger, à l'hôtel Aletti, comme tu es belle, ma fille, tu n'as pas changé, tu es toujours pareil. » Et elle commence à lui parler d'Alger, de l'époque, des années. Voilà. Ouais. Et Coccinelle lui dit, « Mais oui, absolument, absolument, madame, et tout ça et tout. » Elle s'en va, nous on monte dans la chambre, on se prépare, le monsieur vient nous récupérer à 19h, on fait la répétition, tout se passe bien, et on va dîner. Et à table, à un moment, le monsieur avait invité plein de gens très importants de la ville de Lyon, ses amis intimes et tout ça, et il dit à Coccinelle, vous avez passé un bon après-midi, tout s'est bien passé. Alors elle dit, oh oui, vous avez vraiment une maison charmante, quel joli château, c'était très agréable. Il dit, la piscine, oh formidable, le soleil, oh tout était parfait. Et moi, je la regardais parce que j'avais toujours peur qu'elle fasse une bourde et qu'elle dise une connerie, parce que c'était la reine, elle était incroyable, elle y allait direct, elle se rendait compte de rien, Gaston Lagaffe. Et alors, il lui dit comme ça, tout s'est bien passé. Elle dit, ah oui, merveilleusement bien. Sauf qu'à un moment, il y a une espèce de concierge, une petite dame qui est venue me parler avec un accent pied noir épouvantable, et elle n'arrêtait pas de me rappeler des souvenirs. Et le monsieur dit, c'est maman. Juste avant, elle n'a pas dit « elle m'a gonflé » Oui. Oh, elle a dit « elle m'a gonflé, elle m'a tenu la jambe tout l'après-midi, tout ça, et elle m'a gonflé. » Et moi, je la regardais en disant « elle ne va pas dire ça, non, elle ne va pas dire ça, non. » Eh bien si, elle l'a dit. Je ne savais plus où me mettre. Alors le monsieur lui dit « mais c'est maman. » Alors elle dit « oh, elle était tellement adorable. » Le retournement de crêpe. Waouh. En tout cas, elle retombait toujours sur ses pattes. Ah, toujours, oui. Ça avait l'art et la manière. Merci de l'avoir partagé avec nous, celle-là, et merci d'avoir partagé un moment. Loulou et Loulou, puisque tu es venu avec ta mascotte. Merci pour ce beau pyjama qui a permis de fondre l'armure de Ziz. Et les pantoufles de mon papa. Et tu vois, comme quoi, il y a plein de symboles sur ce plateau. Mais oui, c'était ces pantoufles, j'y tiens énormément. Eh bien, en tout cas, on le salue, je suis sûr qu'il est très fier de là-haut, mais il a eu le temps de te le dire, et ça, c'est chouette aussi. Merci beaucoup à toi. Plaisir, Eric. Plein succès pour Irrésistible. Bientôt en tournée chez nous. Oui, au Silo, à Marseille. Et d'ici là, nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confidence sur YouTube et sur la plateforme France.tv. Merci encore, Thierry. Avec plaisir.